Bienvenue à l'Agora de l'ENA. Le numéro de ce jour porte sur la comparaison entre l'Union africaine et l'Union européenne. Quand l'Union africaine vit le jour, le 9 juillet 2001, à Durban, en Afrique du Sud, on a noté la ressemblance avec l'Union européenne. Voyons ce que recèle cette ressemblance. Il ne s'agit pas ici d'une comparaison globale, économique, géostratégique entre l'Afrique et l'Europe, mais de s'intéresser aux structures et leur fonctionnement. Déjà, il y a l'appellation Union africaine, Union européenne, l'une et l'autre dirigées par une commission, avec un président de la commission, un ou plusieurs vice-présidents et des commissaires à la tête des départements. L'organe suprême, dans les deux cas, c'est l'Assemblée des chefs d'État et de gouvernement, appelée Conférence de l'UEA ici et le Conseil européen là-bas. Attention à ne pas confondre ce Conseil européen, réunissant les chefs d'État et de gouvernement, avec le Conseil de l'Union européenne, qui regroupe les ministres des Affaires étrangères et qui correspond au Conseil exécutif de l'Union africaine. Il faut aussi éviter la confusion avec une autre organisation totalement différente, plus large, le Conseil de l'Europe. Il y a le Parlement panafricain et le Parlement européen. Au niveau des ambassadeurs, idem. De deux côtés, on a le comité des représentants permanents, en sigle CRP ici et COREPER là-bas. La Cour africaine de justice, la Cour européenne de justice, etc. Au-delà de ce parallélisme structurel, les deux unions sont différentes de par leur origine et leur démarche. L'origine du panafricanisme, c'était l'émancipation nationale contre le colonialisme et l'apartheid. Par contre, le moteur de l'Union européenne, c'était d'enterrer définitivement le spectre de la guerre inter-européenne, et ce, en s'appuyant sur un attelage solide entre la France et l'Allemagne. La démarche. L'Union européenne est construite progressivement à partir des 6 pays et autour d'un seul secteur. Ce fut la CECA, Communauté européenne du charbon et de l'acier, en 1951. L'élargissement fut progressif pour atteindre 27 pays et couvrir tous les domaines, depuis la monnaie jusqu'à la pêche. La démarche africaine n'est pas aussi graduelle, mais elle est, disons, maximaliste. Dès le départ, il fallait réunir tous les États indépendants et couvrir tous les champs d'intégration. À la création de l'UEA, certains prenaient même l'instauration immédiate des États-Unis d'Afrique avec un gouvernement continental, une armée, une monnaie, etc. unique. Ce maximalisme africain a 2 inconvénients. 1. Avec 32 États fondateurs, devenus 55, la prise de décision est parfois difficile. 2. Avec un champ d'action très vaste, les priorités et les étapes de la construction ne sont pas claires, provoquant un flou des visions et une dispersion des énergies et des moyens qui sont déjà faibles. Cependant, ce maximalisme a aussi des avantages. En incluant d'emblée tous les pays, on arrive à endiguer les conflits entre les États. Et on a un grand poids diplomatique international. Par exemple, l'Union africaine, ça fait le quart des voix à l'Assemblée générale de l'ONU. La participation citoyenne. Le Parlement européen est un vrai pouvoir législatif, mais le Parlement panafricain a un simple rôle consultatif. Les députés européens sont élus dans leur pays sous la bannière de leur parti politique, chose inexistante en Afrique. Les grands traités européens sont parfois soumis au référendum populaire. Mais chez nous, par exemple, le NEPAD, Nouveau Partenariat pour le développement de l'Afrique, et le MAEP, Mécanisme africain d'évaluation par les pairs, sont méconnus du public. Peu de Tchadiens ont suivi les activités du MAEP, alors même que c'est notre président qui avait dirigé le MAEP jusqu'au sommet de février 2020. Et peu d'Africains se sont appropriés l'agenda 2063, un plan stratégique fondamental pour l'émergence africaine. La Cour européenne de justice est elle aussi
un vrai pouvoir judiciaire. La Cour africaine de justice, prévue par l'acte constitutif de 2001, n'a jamais vu le jour. Finalement, en 2008, on l'a fait fusionner avec la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, au sein d'une Cour africaine de justice et des droits de l'homme. 32 pays ont signé le protocole créant cette Cour, dont le Tchad. Mais, 11 ans après, seuls 8 pays l'ont ratifié. Financièrement, on le sait, l'Union africaine n'arrive pas à s'autofinancer. On se souvient de la taxe Kaberuka, du nom de l'ancien directeur de la BAD, consistant à prélever directement 0,2% des importations des États membres. L'application est encore loin. Sur un budget à 800 millions de dollars en 2018, les États ont contribué environ 200 millions. Le reste, les 3/4, fut assuré par les partenaires. En conclusion, on voit que le rapprochement des appellations et structures avec celles de l'Union européenne est loin d'être une garantie de performance. Cependant, le passage de l'OUA à l'Union africaine est un pas en avant pour s'adapter aux nouveaux défis de notre époque. Et un fait indéniable, c'est que malgré ces handicaps, la voix de l'Afrique porte de plus en plus fort sur la scène internationale. Et ce n'est pas notre compatriote Moussa Faki qui me démentira. Merci de votre attention et au prochain numéro de l'Agora de l'ENA.